Mesdames et messieurs, voici ma fille, un pur gâchis de bonne génétique. Ce fut la première chose que mon père dit dans le micro. Il pointa son verre de Château Margaux vers moi et sourit comme un requin. Elle rampe dans la crasse, s'occupant des déchets de la société au lieu de perpétuer mon héritage. Une tragédie, vraiment. Les 300 invités rirent. Ils pensaient que c'était une plaisanterie. Ils ne savaient pas que j'avais un micro sans fil caché dans ma manche, et ils ne savaient certainement pas que j'allais transformer son gala à 25 millions de dollars en une scène de crime fédéral. Avant que je vous raconte exactement comment j'ai détruit sa carrière 30 secondes plus tard, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été humilié par votre propre famille? Je veux savoir que je ne suis pas seule. Je sortis de l'ombre. Le clic sec de mes talons sur le sol en marbre trancha les rires persistants comme un couteau. La pièce fit silence, ce genre de silence qui semble pesant et dangereux. Je montai les marches directement vers la scène. Mon père me regarda, les yeux plissés, s'attendant à une crise de colère ou à une demande de respect larmoyante. Il s'attendait à la fille qu'il avait intimidée pendant 2 décennies. Il ne l'obtint pas. Je tendis la main et lui pris le micro. Il était trop sidéré pour m'arrêter. Je me tournai vers la foule, 300 visages attendant la chute. Mon père a raison sur un point, dis-je, ma voix calme et froide. Je travaille effectivement avec les plus vulnérables de l'État, mais il a omis mon titre de poste. Je marquai une pause. Je laissai le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne étouffant. Je suis la responsable des programmes du Fonds de santé de l'État, et je suis la seule signataire ayant un droit de veto sur la subvention de 25 millions de dollars que le Dr Marcus réclame depuis janvier. La salle ne fit pas seulement silence, elle se figea. L'air fut comme aspiré hors de la salle de bal. Le visage de mon père passa de l'arrogance rubiconde à un gris cendré en une seule seconde. Il lâcha son verre. Il se brisa, le vin rouge s'étalant sur la scène comme une plaie ouverte. Je ne regardai pas le désordre. J'ouvris le mince dossier noir que j'avais sous le bras. Parlons de cette proposition, voulez-vous? Un centre pour le rétablissement de la dignité. Cela semble noble. Je tournai une page. Mais j'ai effectué un audit détaillé ce matin. Je regardai directement les riches donateurs au premier rang. 80% du budget est alloué à l'amélioration des installations. Spécifiquement, des meubles en cuir italien importés pour les bureaux de direction et un sol en marbre pour le hall privé. Pas un seul centime n'est alloué au lit des patients. Je tournai une autre page. Le bruit fut comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Section 4. Transport Administrative. 300 000 dollars pour 2 SUV de luxe pour une organisation à but non lucratif desservant les sans-abri. Je me tournai vers mon père. Il tremblait. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il ressemblait à un poisson sur un quai, haletant, réalisant que l'eau avait disparu. Ceci n'est pas un établissement médical, dis-je dans le micro. C'est un plan de retraite déguisé en charité. Je refermai le dossier d'un coup sec. Dr Marcus, votre demande est formellement rejetée en raison d'une gestion financière déplorable et d'une tentative de fraude. Vous ne verrez jamais un centime de financement public tant que je tiendrai un stylo. Je lâchai le micro. Il frappa le sol avec un bruit sourd qui résonna dans les haut-parleurs. Je fis demi-tour et quittai la scène. Je ne regardai pas en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir le choc irradié de la foule comme de la chaleur. Pendant 29 ans, j'avais été la fille invisible, la déception. Mais ce soir, sous les projecteurs qu'il avait payés avec de l'argent qu'il n'avait pas, j'étais la seule chose que tout le monde pouvait voir. Il y a 10 ans, dans la bibliothèque en acajou de son domaine, mon père tenait ma lettre d'acceptation au meilleur programme de travail social de l'État. Il ne sourit pas. Il ne me félicita pas. Il s'approcha de la cheminée, froissa le papier dans son poing et le jeta sur les bûches. « Tu veux être concierge pour les rebuts humains ?» avait-il demandé, essuyant la cendre de ses mains. « Vas-y, mais n'attends pas de moi que je paie pour que tu gâches ta vie. Tu es morte pour moi dès que tu franchiras cette porte. » Il pensait avoir incinéré mon avenir cette nuit-là. Il pensait qu'en me coupant les vivres, en refusant de prononcer mon nom pendant une décennie, il m'avait effacé. Mais le feu ne détruit pas seulement les choses, il les forge. Pendant qu'il bâtissait son empire de chirurgie plastique et de projets de vanité, je faisais des doubles services. Je payais mes cours du soir. J'ai obtenu ma maîtrise en administration publique en vivant de nouilles instantanées et de rancœur. Je suis passée de travailleuse sociale à directrice de district, et enfin au Conseil de l'État. Il ne l'a jamais su. Il n'a jamais demandé. Pour lui, j'étais juste un fantôme, un échec qu'il utilisait occasionnellement comme chute pour se sentir supérieur. Cet aveuglement fut son erreur fatale.
Je l'ai regardé de haut depuis le bord de la scène. Il agrippait le podium, ses articulations blanches, me fixant comme si j'étais une étrangère qui venait de s'introduire chez lui. Il ne reconnaissait pas la femme qui se tenait devant lui, il ne voyait que la petite fille qu'il avait rejetée. La vérité est que j'ai vu sa demande de subvention arriver sur mon bureau numérique il y a 6 mois. J'ai vu les chiffres gonfler. J'ai vu les sociétés écrans listées comme entrepreneurs. J'aurais pu la rejeter à ce moment-là. J'aurais pu envoyer un email calme et professionnel refusant les fonds. Cela aurait été efficace. Cela aurait été facile. Mais cela n'aurait pas été justice. Si je l'avais rejeté discrètement, il aurait inventé une histoire. Il aurait blâmé la bureaucratie, la politique ou la malchance. Il aurait trouvé un autre donateur à charmer, un autre moyen de maintenir son château de cartes debout. Je devais couper la tête du serpent. Alors, j'ai attendu. J'ai approuvé les étapes préliminaires. Je lui ai laissé croire qu'il avait déjà gagné. Je l'ai regardé réserver le grand hôtel. Je l'ai regardé commander le homard et le vin millésimé. J'ai attendu qu'il ait rassemblé toutes les personnes importantes de la ville, chaque témoin dont il avait besoin pour valider son ego. Je l'ai laissé construire sa propre salle d'audience, engager son propre jury et payer pour sa propre exécution. Tu n'as pas seulement organisé un gala, papa, pensais-je en plongeant mon regard dans ses yeux terrifiés. Tu as construit un piège, et tu as foncé droit dedans. Il pensait que mon silence au cours des 6 derniers mois était de la soumission. Il ne réalisait pas que c'était le silence d'un chasseur, attendant que sa cible s'installe confortablement. Il voulait un spectacle, je lui en ai donné un. J'espère que le homard en valait la peine, murmurai-je juste assez fort pour qu'il m'entende, avant de lui tourner le dos. Le silence dans la pièce n'était plus pesant, il était électrique. Et pour la première fois de ma vie, l'air ne sentait pas son eau de Cologne onéreuse. Il sentait la justice, pure et froide. Je poussai les lourdes portes de service, laissant les murmures de la salle de bal derrière moi. L'air dans le couloir du personnel était froid et sentait le nettoyant industriel. Je ne courus pas. Je marchai d'un pas régulier et mesuré, celui de quelqu'un qui vient de terminer un travail. Je voulais juste rejoindre ma voiture, le silence, la fin de ce long et hideux chapitre. Mais les monstres ne meurent pas simplement parce qu'on coupe leur source de nourriture. Parfois, ils deviennent affamés. J'entendis la porte s'ouvrir violemment derrière moi. Ce n'était pas une entrée normale, c'était une collision. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir de qui il s'agissait. Sa respiration lourde et frénétique le trahissait. « Arrête-toi tout de suite !» Sa voix résonna sur les murs en béton, dépouillée de tout son vernis public. Elle était brute, laide et trempée de rage. Je m'arrêtai. Le docteur Marcus se tenait à 3 mètres. Son smoking impeccable était froissé. Son visage était une carte marbrée de fureur rouge et de sueur. Les veines de son cou saillaient contre son col. Il ne ressemblait plus à un brillant chirurgien, il ressemblait à un animal acculé. « Tu crois que tu peux t'en sortir comme ça ?» Il se jeta en avant, comblant la distance avant que je ne puisse reculer. Il me saisit le poignet. Ses doigts s'enfoncèrent dans ma peau assez fort pour me faire des bleus. « Tu crois que tu peux venir chez moi, devant mes pairs, et m'humilier ?» Je regardai sa main sur mon bras, puis je levai les yeux vers les siens. Je ne me dégageai pas. Je le fixai simplement, avec un détachement clinique absolu. « Lâche-moi, dis-je. »« Ou quoi ?» siffla-t-il en s'approchant de mon visage. Je sentais le vin millésimé dans son haleine, aigre et rassis. « Tu vas me dénoncer, petite peste ingrate et traîtresse ? Je t'ai donné la vie. Je t'ai mis un toit sur la tête. Et c'est comme ça que tu me remercies ? En détruisant ma réputation ? Et voilà la vérité, nue et hideuse. » Je le regardais s'effondrer, et soudain, tout prit son sens. Pendant des années, j'avais pensé qu'il détestait ma carrière parce qu'elle ne rapportait pas d'argent. Je pensais qu'il méprisait mes choix parce qu'ils n'étaient pas assez prestigieux. Mais en voyant la panique pure dans ses yeux, j'ai compris que je m'étais trompé. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était même pas une question de subvention. C'était une question de hiérarchie. Dans son esprit, il était le soleil. Et je n'étais qu'une lune censée refléter sa lumière ou s'effacer dans les ténèbres. Mais ce soir, la lune avait éclipsé le soleil. Le gâchis de génétique avait exercé son pouvoir sur le génie. La bébicité avait licencié le chirurgien. C'était une blessure narcissique si profonde qu'elle fracturait sa réalité. Il n'était pas en colère parce qu'il était ruiné, il était en colère parce que j'avais prouvé que j'étais plus forte que lui. Il ne pouvait pas concevoir un monde où sa victime était son juge. Ta réputation ?
demandai-je d'une voix calme, contrastant violemment avec son hystérie. Je n'ai pas détruit ta réputation, papa. J'ai juste allumé la lumière. Si tu n'aimes pas ce que les gens voient, ce n'est pas ma faute. Tu as tout gâché. Il secoua mon bras, de la salive volant de ses lèvres. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je connais? Je vais t'enterrer. Je vais passer un seul coup de fil et tu ne travailleras plus jamais dans cet état. Je vais te poursuivre pour diffamation jusqu'à ce que tu mendis dans la rue avec les camés que tu aimes tant. Il ne m'écoutait pas. Il s'enfermait dans la seule chose qui lui restait, les menaces. Il pensait tenir encore les cartes. Il pensait pouvoir intimider la réalité pour lui redonner une forme qui lui plaisait. Je dégageai mon bras d'un coup sec. Il trébucha en arrière, surpris par la résistance physique. « Tu n'écoutes pas ?» dis-je en pénétrant dans son espace, le forçant à reculer contre le mur. « Tu crois que c'est fini? Tu crois que je suis venu ici juste pour t'embarrasser ?» Il me foudroya du regard, haletant, les yeux fuyant dans le couloir vide. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, » grogna-t-il. « Mais j'ai une assurance. Tu te crois maligne? Tu crois pouvoir me prendre mon argent? J'ai encore quelque chose qui te tient à cœur. » Un nœud froid se forma dans mon estomac. La rage dans ses yeux se mua en quelque chose de plus tranchant, de cruel. Il plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone. « Tu veux jouer les méchants, Shinmei? Très bien. Voyons à quel point tu aimes ta grand-mère quand elle dormira sur un banc de parc ce soir. » Il sourit alors, un sourire gras et glissant qui me donna la chair de poule. Il abaissa lentement le téléphone, laissant la menace planer dans l'air comme une fumée toxique. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir trouvé le bouton sur lequel appuyer pour me faire plier. « Tu vois, » dit-il, sa voix descendant d'un ton pour devenir un murmure conspirateur, « tu as ton petit titre, Shinmei. Tu as ton dossier et ta droiture morale. Mais j'ai la seule chose qui compte vraiment dans ce monde. » Il recula, écartant les bras pour désigner le couloir opulent, le souvenir de la salle de bal derrière nous, le fantôme de la fête qu'il avait organisée. « J'ai les ressources. J'ai le pouvoir. Tu crois que rejeter une subvention va m'arrêter? J'ai un fonds secret, ma chérie, une réserve pour les jours sombres à laquelle toi et tes petits bureaucrates ne pouvaient pas toucher. » Il rit, et ce fut un son grinçant et hideux. Il s'approcha d'un chariot de service abandonné dans le couloir et saisit une bouteille à moitié vide de Château Margaux. Il en versa une rasade dans un verre à eau et la fit tournoyer. « Regarde ce vin. $2000 la bouteille. Regarde les queues de homard sur le buffet. Tu sais qui a payé pour tout ça? La fondation. Ma fondation. Je peux déclarer une fête à $100 000 comme étant de la prospection de donateurs. Je peux m'envoler pour Paris pour des voyages de recherche. Je vis dans un monde où les règles sont des suggestions et où l'argent est la seule loi. Tu ne peux pas me faire de mal. Je suis l'institution. » Il but une gorgée de vin, ses yeux rivés sur les miens, me défiant de le contredire. Je ne sciai pas. Je ne tressaillis pas. Je plongeai simplement la main dans ma poche et sortis à nouveau mon téléphone. J'appuyai 3 fois sur l'écran et le tournai vers lui pour qu'il voie. Ce n'était pas un enregistrement. C'était une photo. Une image haute résolution de la facture du traiteur du gala, de la liste des vins et des frais de conseil versés à une société écran enregistrée à son nom. « Tu as raison, papa, » dis-je, ma voix tranchant son arrogance comme un scalpel. « Tu es l'institution, et c'est exactement pour ça que tu vas aller en prison. » Il fronça les sourcils, son verre s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. « De quoi tu bafouilles? »« Ça s'appelle l'abus de biens sociaux, » dis-je. Et selon le code de l'IRS 4941, il est strictement interdit aux gestionnaires d'une fondation privée d'utiliser les actifs caritatifs à des fins personnelles. Pas de dîner de luxe, pas de vin millésimé. Et certainement pas de fête de prospection de donateurs, qui ne servent qu'à flatter l'ego du président. Je fis défiler l'image suivante, une capture d'écran de la loi fédérale. Tu viens d'admettre, de te vanter, même, d'avoir utilisé l'argent de la fondation pour payer cette soirée. Ce n'est pas une faille juridique. Pas. C'est de la fraude fiscale. C'est du détournement de fonds. Et si l'on ajoute à cela les contrats de construction gonflés que j'ai trouvés dans ta proposition de subvention, c'est une affaire relevant de la loi RICO. Le visage de mon père se vida de son sang si vite qu'on aurait dit qu'il s'était évaporé. Il abaissa son verre, sa main tremblant si fort que le vin s'échappa du bord, tachant son poignet blanc de rouge. J'ai pris des photos du menu, continuai-je, implacable. J'ai pris des photos des bouteilles de vin. J'ai les factures. Et il y a 30 secondes, pendant que tu te vantais de ton fonds secret,
J'ai tout téléchargé sur un serveur sécurisé partagé avec la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Tu n'oserais pas, bafouilla Théil. C'est déjà fait. Ce n'est plus une fête, papa. C'est une scène de crime, et tu viens de me donner les aveux. Il fixa le téléphone comme si c'était une arme. L'arrogance disparut. Le roi de la chirurgie n'était plus. Il ne restait qu'un vieil homme avide, terrifié par les conséquences. Espèce de traîtresse, murmura-t-il. Non, c'est toi qui as commis le crime. J'ai juste allumé la lumière. La panique s'émoi en rage. Au lieu de se rendre, il saisit son propre téléphone et survola un contact. Supprime les photos, grogna Théil, ou j'arrête de payer la maison de retraite de ta grand-mère. Ce soir, ils sortiront son lit sur le trottoir. Il fit clignoter l'écran, chadipiné. Je ne sourcillais pas, appelle-les. Mets le haut-parleur. Il composa le numéro. La ligne était débranchée. Elle n'est plus là, lui dis-je. Je l'ai déménagée mardi dernier. Au Kensington. 1 an payé d'avance. Son visage s'effondra. L'histoire qu'il avait inventée sur moi, fauchée, naïve, inférieure, se désintégra. Tu ne m'as jamais vu, dis-je. Tu étais trop occupé à admirer ton propre reflet. J'ai obtenu mes diplômes, géré des budgets plus importants que celui de ton hôpital, et j'ai économisé la moitié de mon salaire pendant 5 ans. Tu as présumé que j'étais faible parce que je refusais de te vénérer. Il se laissa glisser au sol. S'il te plaît, supplia Théil. J'ai de l'argent caché. Je tournai l'écran vers lui. Il affichait un appel actif. Appel en cours, agent spécial Miller, enquête criminelle de l'IRS. Il écoute depuis 3 minutes, dis-je. Le téléphone lui échappa des mains. Le combat était terminé. Je sortis par le couloir de service alors que les agents fédéraux approchaient. Derrière moi, j'entendis des cris, puis des sirènes, puis la petite voix paniquée d'un homme qui comprenait enfin la gravité des choses. Dehors, l'air sentait la pluie. Je montai dans ma modeste voiture et appelai ma grand-mère. C'est fini, dis-je. Et lui, murmura-t-elle. Il ne peut plus nous faire de mal. Pour la première fois de ma vie, le bruit dans ma tête, sa voix, s'était tu. Ce n'était pas de la joie exactement, c'était plutôt comme la douleur sourde après l'ablation d'une tumeur. Tandis que je m'éloignais, je ne regardais pas en arrière. Les gens comme lui pensent que le pouvoir les rend intouchables. Mais la vérité finit toujours par se manifester. Quelqu'un vous traite comme si vous étiez invisible? Laissez-le faire. Les fantômes traversent les murs. Les fantômes voient tout. Et le temps qu'ils vous remarquent, l'échec et mat est déjà en place. Parfois, être sous-estimé est votre plus grand avantage.